Bonjour à tous, moi je suis le docteur Bio, donc, je suis médecin du travail dans le service et donc je vais vous présenter, vous expliquer un petit peu les différentes expositions des salariés, ce qui va effectivement induire une différence dans la déclaration que vous pourrez faire pour vos salariés. Et ensuite, je laisserai la parole à ma collègue Delphine qui, elle, vous expliquera plus en détail comment ça va se passer concrètement pour la déclaration d'effectifs, la prise de rendez-vous. Il y aura un petit point sur la loi santé-travail du 2 août 2021. Et puis, on finira par un temps pour l'échange. Donc, si vous avez des questions, on pourra y répondre. On peut y répondre aussi au fur et à mesure, hein, s'il y a besoin, s'il y a un point que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous le dire. Donc, je vais vous réexposer ici l'exposition aux risques particuliers et donc le suivi médical individualisé. Alors, la déclaration des risques particuliers, elle est de la responsabilité de l'employeur. Qui doit être capable d'évaluer le risque du salarié. Et vous savez que en fonction de ces risques, la déclaration de vos salariés sera différente. Ils seront soit déclarés en suivi individuel renforcé ou bien en suivi individuel simple. C'est l'acte sur le montant de vos cotisations. Hein, c'est la même chose. L'exposition de chacun des salariés, elle est à déclarer dans la mise à jour annuelle parce que ça définit le type de suivi médical. Effectivement, si on n'est pas dans la bonne déclaration du salarié, ça va vraiment engendrer une perte de temps. Je pense que c'est vraiment important que vous le compreniez parce que effectivement, ça peut paraître un peu anecdotique, mais pour nous, ça a toute son importance et ça fait perdre vraiment du temps et à vous et à vos salariés, et puis à nous surtout, parce que si les salariés ne sont pas bien déclarés, ne sont pas vus par la bonne personne, qui ne pourra du coup pas l'avoir, et du coup, ça va engendrer une nouvelle prise de rendez-vous avec un nouveau délai, etc. Voilà. Donc, les conséquences sur notre travail à nous, effectivement, c'est l'orientation du salarié. Parce qu'en fonction de la déclaration, le salarié sera vu soit par un infirmier, soit par un médecin, ce qui n'est pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes agendas, pas les mêmes délais, etc. Les médecins du travail voient aussi beaucoup d'autres types de visites que des visites d'embauche et des visites périodiques. Ils voient des visites de pré-reprise, etc. Donc, c'est vrai que les plannings ne sont pas les mêmes. Et donc, quand on voit les salariés, on a des créneaux particuliers hein, pour les embauches et les périodiques. Mais c'est vrai que le délai, paraît qu'il est orienté à l'infirmière alors qu'il devrait être orienté au médecin. Le délai pour la prise d'un nouveau rendez-vous va être beaucoup plus long. Alors, on nous demande, une personne qui est connectée en visio nous demande si on peut donner un ou deux exemples. Donc, on va voir un peu plus tard dans la présentation tous les cas qui sont concernés par cette déclaration risque particulier. Et effectivement, ça a une conséquence parce que les salariés, en fonction de leur déclaration, seront vus soit avant, soit après l'embauche. Et puis, la périodicité n'est pas la même pour le suivi. Effectivement, il nous a semblé important de rappeler que le suivi en embauche ou en périodique de l'état de santé du salarié, c'est sous l'autorité du médecin du travail et on peut effectivement adapter à tout moment la périodicité du suivi. Ce n'est pas parce qu'on donne un délai de 5 ans maximum qu'on va voir le salarié tous les 5 ans. On peut le voir à 1 an, à 2 ans, en fonction effectivement de son état de santé, de son âge, de son vécu au travail. Enfin, vraiment, on va adapter à tout moment. Et il faut savoir aussi que même si le salarié est vu par l'infirmière, il y a un débriefing toutes les semaines. Et les salariés qui semblent être à risque plus particulier vont être débriefés entre l'infirmier et le médecin et la périodicité du suivi peut être adaptée à ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'il est vu par l'infirmière qu'il sera vu forcément à 5 ans derrière. Alors, un cas général, effectivement, pour un salarié qui n'est pas sous
Pour un salarié. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, en visio. Merci. Donc, un cas général, ça va être pour un salarié donc, qui n'est pas soumis à un risque particulier. Donc, on le verra plus tard, mais les risques particuliers sont définis par le texte du Code du travail. Hein. Ce n'est pas nous qui définissons les risques particuliers. Hein. On les reverra un peu plus tard. Mais effectivement, tous les salariés qui ne sont pas déclarés en risque particulier seront vus en visite d'information et de prévention. Et donc, ils peuvent être vus jusqu'à 3 mois après la prise de poste. Voilà. On ne délivre pas d'avis d'aptitude à ce moment-là, mais bien une attestation de suivi. Hein, ça a changé depuis 2017. Et donc, cette visite, elle peut être réalisée par tout membre de l'équipe médicale, que ce soit le médecin du travail, le médecin collaborateur, l'interne ou l'infirmier. Plus généralement, c'est vrai que ça va être par l'infirmier. Et donc, la périodicité du suivi, elle est à tous les 5 ans maximum. C'est bien ce qu'on a redéfini. Hein. Donc, un exemple, une salariée de 32 ans qui est embauchée en CDI en tant qu'assistante de communication à la IPVR, donc ici, on s'appelle plus comme ça. À la PST. Et donc, le service RH, après s'être assuré qu'elle n'a pas d'attestation en cours de validité, parce que si cette salariée avait eu un poste de même type pour lequel elle avait une fiche, une attestation de suivi qui se rend, vous pourriez effectivement, il n'y a pas besoin de faire la visite d'embauche à ce moment-là parce que cette fiche est toujours valable. En fait, vous avez sur toutes les attestations de suivi la date maximum à laquelle la salariée doit être revue. Et du coup, c'est la date de validité de la fiche. Et donc, oui. Par exemple, d'un cariste, cariste qui a déjà une visite médicale à jour. Oui. Les risques étant les mêmes, donc oui. Oui. Ils changent juste d'entreprise. Si l'intitulé du poste est le même, et toujours cariste, ça fonctionne, c'est la même chose. Que ça soit en VIP ou en CIR, ça sera la même chose. Après, sauf si l'employeur estime que les risques peuvent être différents, parce que même si l'intitulé du poste est le même, notamment cariste, il peut y avoir plus de manutention dans une entreprise que dans une autre. Et donc, là, vous pouvez estimer que vous avez besoin d'une nouvelle embauche, mais sinon, c'est valable. Oui. Oui, c'est pareil. La fiche d'aptitude, elle est valable pour n'importe quel service de santé où il a été vu. Parce qu'un médecin du travail a estimé, ou une infirmière, que c'était OK. Donc, voilà. Donc, effectivement, le service RH, donc après s'être assuré qu'il n'y a pas d'attestation en cours, prendra rendez-vous via le portail pour, donc, on appelle une VIPI, hein, visite d'information et de prévention initiale. Et donc, le salarié sera vu dans un délai de 3 mois à partir de sa prise de poste. Et donc, la visite sera effectuée de façon générale par un infirmier qui lui délivrera à l'issue une attestation de suivi valable 5 ans au maximum. On nous demande si cette visite est obligatoire. Oui, cette visite est obligatoire. Tout salarié qui n'a pas de fiche d'aptitude ou d'attestation de suivi valide est obligatoirement vu pour une visite d'embauche. Quelle que soit la nature du contrat. Quelle que soit la nature du contrat, que ce soit un CDI, un CDD, les intérimaires. Donc, effectivement, il y a quand même il y a des cas particuliers pour certaines catégories de salariés. Donc, on va appeler VIP en suivi adapté. Ça va être, par exemple, les apprentis de plus de 18 ans. Et donc, là, la VIP initiale sera faite jusqu'à 2 mois après la prise de poste. C'est toujours une attestation de suivi qui sera délivrée, mais par un avis d'aptitude. La visite sera toujours réalisée par un membre de l'équipe, que ce soit médecin du travail, collaborateur interne ou infirmier. Et pareil, la périodicité sera de 5 ans maximum. La seule chose qui change, c'est effectivement qu'il sera vu à 2 mois après l'embauche et pas à 3 mois. Tout ça, vous l'aurez. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de cas particuliers, mais comme vous aurez la présentation, je ne vais pas non plus m'étendre sur tous les cas parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très particulières. On nous demande quelle est la responsabilité du directeur.
du directeur. Si je comprends bien, qu'est-ce qui risque si la visite n'est pas faite? Eh ben, en cas, ça, c'est du droit du travail. Hein, donc, le salarié pourrait demander à l'inspecteur du travail d'être vu parce que effectivement, c'est dans le droit du travail d'assurer le suivi médical de son salarié. Donc, c'est une faute pour l'employeur. Après, juridiquement, je ne suis pas juriste, alors je ne pourrais pas vous dire quelle peine peut être encourue, mais effectivement, c'est du droit du salarié d'être suivi. D'avoir un suivi médical adapté. Donc, c'est légal dans le Code du travail. Donc, je continue sur les cas particuliers, toujours donc, les suivis adaptés pour les VIP. Donc, on l'a vu pour les apprentis depuis plus de 18 ans. Pour les moins de 18 ans qui seraient exposés à des agents biologiques du groupe 2. Pour des salariés qui seraient exposés à des champs électromagnétiques supérieurs à la valeur limite d'exposition. Pour les femmes enceintes, allaitantes ou venant d'accoucher, pour des salariés pour lesquels vous auriez à votre connaissance qui sont en reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés ou qui sont en invalidité. C'est pas grave. Pour les salariés qui travaillent de nuit, surtout pour les salariés qui travaillent de nuit, donc le travail de nuit il est réglementé donc pour les salariés qui travaillent entre 21h et 6h du matin, pour un total de 270 heures par an, au moins. Voilà. J'ai une question. Ouais. Par exemple, pour des intérimaires qu'on met en poste, je ne sais pas s'ils vont faire 260 heures. C'est des travailleurs précaires, donc en tout cas, nous, on peut faire à la semaine. Ouais. Donc, la notion de 270 heures par an, alors, de toute façon, les intérimaires, ils ont un suivi qui est particulier. Alors, par rapport à la périodicité, c'est surtout par rapport à la périodicité du suivi. On va les voir tous les 2 ans. Voilà, ils pourraient, après, ça change pas forcément. Dès lors où on sait qu'un intérimaire va travailler de nuit, il faut le considérer comme un suivi adapté, quoi qu'il en soit. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a tellement de cas particuliers que on en arrive à des micmacs. Et en fait, quand c'est comme ça, on prend le cas par défaut. Donc, effectivement, même si vous ne savez pas s'il va travailler plus de 270 heures par an, on va le voir comme un salarié travaillant en nuit, en sachant que de toute façon, la cotisation, elle ne change pas pour vous. Ça n'a pas beaucoup d'impact, en fait. C'est juste qu'on prévoit par défaut dans la situation la plus probable. Donc, suivant toutes ces situations, peuvent être impactées donc, soit le délai de la visite d'embauche, qui seront vus plus ou moins tôt, soit la périodicité des visites, ou effectivement le personnel de santé qui va effectuer les visites. Donc, un exemple, donc un apprenti de 17 ans qui signe un contrat d'apprentissage dans une boulangerie. Donc, l'employeur doit prendre rendez-vous par le portail pour sa visite d'embauche avant la prise de poste. C'est du suivi individuel adapté. Oui. 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 Et du coup, s'il finit tous les jours à 22 heures, oui, il faut calculer le nombre d'un salarié travaillant de nuit. Ouais, oui, mais ah oui, j'imagine. Ouais. J'imagine. Mais effectivement, ça, c'est le Code du travail. Donc, c'est vrai que c'est des définitions qui sont un petit peu... oui, c'est un peu rigide, mais effectivement, on est obligé de s'y plier. Donc oui, là on revoit donc le suivi adapté pour les moins de 18 ans, pour les agents biologiques. Oui. Oui, pour la slide d'avant, quand vous dites prendre rendez-vous avant l'embauche, c'est nous on doit faire la demande avant l'embauche ou le salarié doit être vu avant l'embauche pour les apprentis de moins de 18 ans. Bon, d'accord, donc on reste sur le schéma. Et vous savez qu'il va y avoir un contrat d'apprentissage, faut faire la demande et puis alors on a aussi donc théoriquement il faut qu'il soit vu avant l'embauche. Après on a aussi des contraintes en termes d'agenda.
Donc, normalement, on doit le voir avant l'embauche. Donc, pour ces salariés, pour ces cas particuliers de VIP en suivi adapté, donc pour les moins de 18 ans qui ne sont pas affectés aux travaux réglementés risque d'atteinte à la moralité, de risque pour la santé, de travail de dimanche et de risque pour la sécurité. Donc, eux, ils restent en VIP, mais en suivi adapté. Pour des salariés exposés aux champs électromagnétiques, donc supérieurs à la valeur limite d'exposition, je ne vais pas détailler, mais vous l'aurez. Hein, voilà. Et pour les salariés exposés aux agents biologiques de groupe 1 et 2. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des choses un peu particulières. C'est une définition, voilà, pareil, hein, du Code du travail. Voilà, c'est pour des salariés qui seraient exposés aux agents biologiques susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme, ou les vaccins, normalement, c'est où il y a des vaccins ou des traitements existants. Est-ce que c'est valable pour les personnes qui sont en contrat pro, type BTS en alternance, choses comme ça, la visite? Oui, à partir du moment où s'ils ont moins de 18 ans. Mais, oui, c'est la même chose. Donc, pour ces salariés, la VIP initiale est réalisée avant la prise de poste. Toujours une attestation de suivi délivrée, mais pas un avis d'aptitude, parce qu'on reste en VIP. Toujours réalisée par un membre de l'équipe médicale, que ce soit le médecin du travail, le médecin collaborateur, l'interne ou l'infirmier. Et la périodicité ne change pas, c'est tous les 5 ans maximum. Mais par exemple, ça va être un cas où on va adapter le suivi. Bien souvent, les salariés de moins de 18 ans, ça dépend du médecin du travail, mais ils sont vus tous les ans à tous les 2 ans en fonction de leur âge. Pour les femmes enceintes, allaitantes ou venant d'accoucher, donc la VIP, elle doit être réalisée jusqu'à 3 mois après la prise de poste. Toujours une attestation de suivi. Si c'est réalisé par contre par un membre de l'équipe médicale comme l'infirmier, l'interne, le médecin collaborateur, la salariée va être réorientée vers le médecin du travail, sûr qu'elle ne soit pas exposée à des choses qui seraient préjudiciables pour sa grossesse ou pour l'allaitement. Exposée par exemple à des produits qui passeraient dans le lait maternel et qui pourraient contaminer l'enfant. Par contre, la périodicité reste à 5 ans. Pour les salariés qui auraient une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou une invalidité, ils seront vus jusqu'à 3 mois après la prise de poste. Ils auront aussi une attestation de suivi. Ce qui va changer, c'est qu'ils seront réorientés vers le médecin du travail s'ils sont vus par l'infirmière ou le médecin collaborateur. Pareil pour estimer si le poste ne comprend pas des risques qui seraient incompatibles ou en tout cas qui mettraient en difficulté le salarié. J'ai une question. Ouais. Si il n'y a pas de réorientation, quelqu'un qui a une RQTH, si elle n'est pas vue après par le... Qu'est-ce que vous appelez réorientation? Elle est vue par l'infirmière. Oui. L'infirmier. Oui. Qu'est-ce que vous appelez après? Eh ben, l'infirmière, souvent, elle va mettre un délai à 3 mois maximum et du coup, à être revue par le médecin du travail. Ça dépend des binômes médecin-infirmier. Chaque binôme a une façon de travailler qui est propre à chaque binôme. Donc, soit il va être revu immédiatement pendant la demi-journée, tout de suite, l'infirmière, si le médecin est disponible à ce moment-là, va demander à ce que le salarié soit revu immédiatement et du coup, la contre-visite est faite immédiatement. Sinon, elle va le mettre à revoir dans un délai de 3 mois maximum et donc le salarié sera reconvoqué pour une visite avec le médecin du travail. Obligatoirement. Si elle a connaissance de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou l'invalidité pendant la visite. Après, ça reste aussi... vous savez, ou vous ne savez pas d'ailleurs, je vais vous le rappeler, que tout ce que... nous, on n'a pas accès au dossier médical partagé, par exemple. Tout ce qu'on a du salarié, c'est ce qu'il va nous déclarer. C'est que du déclaratif. Vous avez accès, par exemple, à quelqu'un qui est rendu inapte à son poste de travail. Oui. Et qui donc se réoriente vers un autre métier et donc pas suivi médical, mais il a une reconnaissance RQTH. Oui. D'où son inaptitude auparavant. Comment ça se passe alors pour Non, cette personne? c'est pareil, la RQTH, c'est propre aux salariés. Nous, on n'a pas... on n'a pas accès... Alors, si ça est fait dans le même centre de santé au travail, oui, on a accès au dossier médical. Après, si ça a été fait dans un autre centre de santé au travail, par exemple à Romans ou dans une autre région, on n'a pas forcément accès si le salarié ne souhaite pas que son dossier soit rapatrié.
Sinon, si c'est ici, oui, on a accès au dossier médical. Ouais. Et donc, la périodicité, tous les 3 ans. Pour les travailleurs de nuit, ils doivent être vus avant la prise de poste. Donc, c'est toujours une attestation de suivi. Cette visite, elle peut être réalisée par n'importe quel membre de l'équipe médicale et la périodicité sera adaptée. Ils seront vus tous les 3 ans maximum, les salariés de nuit. Ça a beaucoup changé. Hein. Avant 2017, ils s'étaient vus tous les 6 mois. Oui, ça a vraiment changé. Ouais. Donc, par rapport aux risques particuliers et au suivi individuel renforcé, donc l'exposition à des risques particuliers, hein, donc, ce que je vous disais, c'est une liste selon un décret d'État. Hein, voilà. Ça va concerner les salariés qui sont exposés à l'amiante, avec un risque d'inhalation de poussière, la rénovation, le retrait ou l'encapsulage. Donc, par exemple, des maçons, des couvreurs, des calorifugeurs. Des salariés exposés aux agents biologiques de groupe 3 et 4, donc qui seraient susceptibles de provoquer une maladie grave chez l'homme, pour lequel un vaccin ou un traitement existerait ou pas, comme par exemple l'hépatite B, notamment l'hépatite, donc notamment l'hépatite B, tout ce qui va être du suivi, par exemple pour les aides-soignantes, les infirmières, mais aussi du coup les auxiliaires de vie. Ouais, ça c'est vraiment un point important parce que souvent les auxiliaires de vie, elles sont déclarées comme en VIP, alors qu'elles ont le même risque. À partir du moment où elles font des toilettes, elles font de la mise au WC, par exemple. Voilà. Là, effectivement, elles doivent être déclarées en CIR, hein, c'est important, parce qu'elles ont les mêmes risques que les aides-soignantes. VIH, Ebola, c'est un peu plus rare chez nous. Donc, par exemple, les soignants, les laborantins, les personnels funéraires, les vétérinaires. Les salariés qui seraient exposés au risque de chute lors du montage ou démontage d'échafaudage. Les salariés qui seraient exposés au plomb avec donc une concentration supérieure à 0,05 mg par mètre cube par 8 heures ou une plombémie supérieure à 200 microgrammes par litre biologique. C'est comme ça qu'on sait à combien est la plombémie. Donc, par exemple, les salariés qui travaillent dans lesquels la fonderie, l'électronique, la joaillerie. Les salariés exposés au rayonnement ionisant pour les catégories B, selon l'intensité du rayonnement ou la durée. Hein. C'est pareil, les salariés qui sont exposés au rayonnement ionisant, ils ont de toute façon une dosimétrie. Hein, donc, on sait comment ils sont exposés grâce à cette dosimétrie. Les salariés qui seraient exposés au milieu hyperbare, avec une pression de travail supérieure à la pression atmosphérique, comme les scaphandriers, le personnel des caissons hyperbares, les tubistes. Les salariés exposés au CMR. CMR, ça veut dire cancérigène, mutagène ou reprotoxique. Classé 1A ou 1B par la réglementation CLP. Donc ça aussi, c'est un peu compliqué. Mais c'est pareil, c'est ce qui est notifié dans le décret. Et donc, les produits CMR, ils sont reconnaissables donc, sur les pictogrammes ou les étiquettes des produits auxquels sont exposés les salariés, reconnaissables par l'association d'au moins un pictogramme et une phrase de risque associée. Donc, vous avez là les pictogrammes et les phrases de risque. C'est pareil, l'étiquetage a été modifié il y a peu de temps. Donc, on ne va plus ou beaucoup moins retrouver l'ancien étiquetage. Aujourd'hui, on est vraiment plutôt sur le nouvel étiquetage. Et donc, dès que le salarié est exposé à un produit qui présente cet étiquetage et ces phrases de risque, ils doivent être considérés en suivi individuel renforcé. Vous savez que si vous avez des salariés qui sont exposés à beaucoup de produits multitudes, vous pouvez demander aussi l'aide de votre service de santé au travail pour faire l'exposition au risque de vos salariés et arriver parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Hein, si vous n'avez pas de toxicologue dans l'entreprise ou de personnes qui soient spécialisées dans le risque chimique, ça peut être un peu compliqué. Donc, nous, on a au pôle technique, on a des ergonomes ou des ingénieurs en prévention des risques professionnels qui peuvent vous aider à mettre en place une cartographie des risques et voir si certains produits ne peuvent pas être substitués par d'autres, etc. Mais en tout cas, on peut vous aider dans ce plan un peu compliqué. Alors, tous les salariés qui vont avoir une habilitation électrique basse ou haute tension à partir de B0H0, c'est un peu aussi l'aberration de cette réforme. C'est vrai que ça concerne pas
mal de personnes finalement qui sont à partir de H0, B0 et ça ne concerne pas Paris. Et les salariés habilités à intervenir sur un tableau électrique, les électriciens par exemple. L'habilitation à la conduite d'engins automoteurs ou de levage, que ce soit autorisation de conduite de l'employeur, les engins autoportés et de levage et des risques particuliers déclarés par l'employeur. Par exemple, les ports de charge de plus de 55 kg. Si l'employeur souhaite déclarer un risque particulier, soit que ses salariés soient reconnus pour un risque particulier alors que ça ne fait pas partie de la liste des risques du décret, il peut effectivement demander au médecin du travail qu'un risque soit reconnu. Et il faut du coup faire une demande qui soit motivée par écrit au médecin du travail et au CSE. Et puis, du coup, ça va être transmis au service de santé au travail et tenu à la disposition de la directe. Et du coup, on peut convenir entre l'employeur et le médecin du travail que les salariés exposés à tel risque seront reçus comme des salariés qui sont en CIR. Donc, les salariés exposés à des risques particuliers seront vus en examen médical d'aptitude. Et donc, l'examen médical d'aptitude à l'embauche sera effectué avant la prise de poste. Ça donnera lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude et donc plus d'une attestation de suivi. Et donc, elle est réalisée obligatoirement par le médecin du travail. Les visites intermédiaires, elles seront ensuite réalisées tous les 2 ans maximum. Et ça donnera lieu à la délivrance soit d'un avis d'aptitude ou d'une attestation de suivi parce que ça peut être réalisé soit par le médecin du travail, soit par un autre personnel comme l'infirmière. Donc, si c'est l'infirmière, ça serait une attestation de suivi. Donc, en alternance, médecin du travail et autres personnels, autres membres de l'équipe médicale. Donc, par exemple, un salarié qui sera embauché comme magasinier cariste dans une entreprise de logistique, pareil, son service RH, après s'être assuré qu'il n'y a pas d'aptitude en cours de validité, prendra rendez-vous via le portail pour un EMAE. Et donc, le rendez-vous doit être réalisé avant la prise de poste par le médecin du travail qui délivrera l'avis d'aptitude valable 2 ans. La visite intermédiaire sera effectuée au terme des 2 ans par un membre de l'équipe médicale. Il y a aussi des cas particuliers avec des suivis individuels renforcés. Il y a toujours des cas. C'est pas si simple. Donc, un suivi individuel renforcé adapté aussi, on va appeler adapté. Donc, pour les salariés de moins de 18 ans qui seraient exposés à des travaux dangereux et pour les rayonnements ionisants de catégorie A. Donc, suivant les situations, peuvent être impactés, pareil, le délai de la visite d'embauche, la périodicité des visites et le personnel de santé qui effectue la visite. Alors, pour les moins de 18 ans exposés à des travaux dangereux et les rayonnements ionisants de catégorie A, donc c'est les moins de 18 ans affectés aux travaux réglementés pour lesquels il pourrait y avoir une atteinte à la moralité, des risques pour la santé, le travail de dimanche ou les risques pour la sécurité, article du Code du travail, selon l'intensité du rayonnement, et ça on le sait grâce à la dosimétrie, c'est essentiellement les personnels travaillant dans les centrales. Donc, il y en a peu ou pas. Voilà. Donc l'examen médical d'aptitude sera réalisé toujours avant la prise de poste avec un avis d'aptitude délivré par le médecin du travail et ce qui va changer, c'est la périodicité qui sera de tous les ans. Toujours avec la délivrance d'un avis d'aptitude réalisé par le médecin du travail. Concernant le suivi médical, les autres types de visites, donc il y a les visites de reprise, c'est de plus de 30 jours. Après, ça a changé aussi depuis le décret de la loi du 2 août 21. Avant, c'était pour un arrêt de plus de 30 jours, que ce soit accident du travail ou maladie. Aujourd'hui, ça a changé, c'est une maladie. Plus de 60 jours d'arrêt pour une maladie, plus de 30 jours pour un accident de travail. Par contre, si c'est un salarié qui a une maladie professionnelle, à partir d'un jour d'arrêt, il faut qu'il soit vu en visite de reprise. Voilà, pour toute durée d'arrêt, en fait. Voilà. Et après, un congé maladie. La visite de reprise doit être demandée par l'employeur. Nous, on n'a pas connaissance des arrêts de travail et les reprises d'activité. Si ce n'est pas possible qu'ils soient vus dans les 8 jours, parce que parfois ça ne colle pas, il faut les mettre... ou si c'est dans les 8 jours, mais que vous ne souhaitez pas faire reprendre le salarié, il faut le mettre en congé.
Parce que effectivement, si vous avez un doute sur sa capacité à reprendre, vaut mieux le mettre en congé. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité de le voir le jour J, donc voilà, il faut le mettre en congé. La visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise, donc c'est une visite qui a lieu pendant l'arrêt de travail. Elle peut être faite soit à la demande du salarié, soit à la demande du médecin conseil de la sécurité sociale, soit à la demande du médecin traitant. Cette visite, donc vous n'en avez pas forcément connaissance. Vous en aurez connaissance si le salarié est d'accord. On peut vous contacter suite à cette visite de pré-reprise et ça va être pour orienter le salarié et préparer la reprise. Si on sait qu'il va y avoir un salarié pour organiser cette reprise. Si jamais il y a pas ça à organiser ou si le salarié n'est pas d'accord, ce n'est pas une visite de laquelle vous aurez connaissance. Non, pré-reprise, c'est soit le salarié, soit le médecin conseiller de la Sécu, soit le médecin traitant. Oui. Vous, en fait... Par contre, j'allais dire, l'employeur, il a obligation d'informer le salarié de la possibilité de demander cette visite. Oui. Ça c'est pareil, ça c'est un peu modifié. Non. Alors, il faut savoir que l'arrêt de travail suspend le contrat de travail. Donc, quand un salarié est en arrêt, il n'est plus votre salarié. Donc, vous ne pouvez pas demander de visite. Par contre, s'il vous contacte, vous pouvez l'informer de cette possibilité. Et c'est important même, parce que si on sait qu'il va y avoir une problématique de santé qui va mettre en péril la reprise de travail, c'est important que ce soit vu avant. Oui. Et donc, j'ai fait la demande pour la visite de pré-reprise, si vous voulez. Mais donc, elle ne peut pas avoir, elle le sait, elle est au courant, c'est elle qui m'en a fait la demande, parce qu'il y aura certainement une activité par la suite. Non, c'est rien, mais c'est pratiquement sûr. Et donc, est-ce qu'elle peut la faire durant le dernier arrêt là, qui est là ou pas? Oui, bien sûr, elle peut le faire pendant la visite de pré-reprise, elle est possible tant que la salariée est en arrêt. Oui. Alors, mais c'est la salariée qui doit demander. Vous pouvez pas la demander. Vous demandez rien pendant l'arrêt. Enfin, vous demandez juste la visite de reprise quand vous avez. Alors, quand vous savez ou vous savez pas d'ailleurs, que l'arrêt va prendre fin, il faut anticiper un petit peu et dire 8 jours avant, vous prenez rendez-vous pour la reprise. Quelquefois, l'arrêt va être prolongé, donc vous pourrez annuler cette visite de reprise. Mais voilà. Oui, mais après, c'est vrai qu'on sait toujours. D'autant que ce n'est pas le salarié qui décide s'il va prolonger son arrêt ou pas, c'est le médecin généraliste, donc, ou le spécialiste, d'ailleurs, s'il est opéré, il a souvent, le généraliste ou le spécialiste, il va mettre l'arrêt jusqu'à revoir le salarié. Donc, en fait, ce n'est pas le salarié. Donc, il vaut mieux que vous anticipiez, que vous demandez une visite de reprise, et puis après, quitte à l'annuler. Une pré-reprise? Oui. Donc, si vous avez... Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des salariés qui sont en arrêt qui n'ont pas envie d'avoir de contact avec leur employeur parce que ça leur appartient aussi. Puis, quand on est malade, on n'a pas forcément la tête à contacter l'employeur. Mais effectivement, si vous gardez de bons liens avec votre salarié, informez-le qu'il peut prendre rendez-vous pour une pré-reprise. Donc, c'est vrai qu'il y a un délai, normalement, on dit après 60 jours d'arrêt pour la pré-reprise. Mais par contre, même s'il a moins de 60 jours d'arrêt et qu'on sait que ça va être compliqué, il peut être vu pour une occasionnelle à sa demande. Donc, à sa demande à lui, forcément. Mais nous, on n'est pas... Alors, ça devrait être obligatoire, mais en fait, nous, on n'est pas au courant des salariés qui sont en arrêt. On n'est pas au courant des arrêts de travail. Après, c'est compliqué de les obliger. Mais nous, on voit encore des salariés en reprise après 3 ans d'arrêt et on ne les a jamais vus. Donc, c'est vrai que ce jour-là, c'est compliqué. 3 ans, en fait, ça met fin à l'arrêt. Non. Donc, souvent, et puis souvent, du coup, on est un petit peu coincé. Donc, c'est vrai que c'est bien de les informer. Ils n'en ont pas toujours connaissance. Les médecins généralistes en ont beaucoup plus connaissance. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est démocratisé ces dernières années. C'est des choses qui se faisaient assez peu. Moi, j'ai commencé en 2015. En 2015, on ne faisait pas beaucoup de pré-reprises. Maintenant, aujourd'hui, c'est une grosse partie de notre activité. Et il y a aussi les médecins conseillers de la Sécu qui nous envoient beaucoup de salariés. Alors, il y a une question, on dit, après 3 ans d'arrêt, l'arrêt de travail se termine. Est-ce que ça concerne l'accident du travail et la maladie? Oui, pour une même pathologie, un salarié a droit à 3 ans d'arrêt de travail.
Donc, généralement, le médecin conseil de la Sécu n'attend pas 3 ans avant de le voir. Souvent, il est vu avant et donc le médecin conseille le salarié. Au bout de 3 ans, les indemnités journalières s'arrêtent. Pour une même pathologie. Oui, c'est pour ça, oui. Ça s'arrête. En fait, c'est les droits de la sécurité sociale sont comme ça, 3 ans pour une même pathologie. Oui, ben, non, mais au cas où ça ne marche pas. Ah, attends, il y a juste une autre question. Comment faire si on a un salarié qui arrive à 3 ans d'arrêt? Alors, vous ne pouvez rien faire. De toute façon, ça sera pris. Alors, toujours à partir du moment où l'arrêt de travail suspend le contrat de travail, c'est vrai qu'à part demander la visite de reprise quand l'arrêt s'arrêtera, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas demander de... Et de toute façon, c'est le médecin conseil de la Sécu qui prendra le relais. Parce que quoi qu'il arrive, ils sont informés, eux, que ça arrive à la fin des 3 ans. Donc, ça arrive. En fait, ils passent entre les mailles du filet. Les médecins conseils, c'est pareil. Alors, ils ont accès aux arrêts de travail. Par contre, c'est un algorithme qui décide quel salarié va être... Enfin, du coup, eux, ce n'est pas des salariés, c'est des usagers, des patients. Mais du coup, c'est un algorithme qui décide qui sera reçu. Hein. Donc, c'est pareil, le médecin conseil, il ne fait pas tous les matins, il ne prend pas sa liste. Hein. Il y a un algorithme qui décide, donc ça arrive encore, ouais. Bon, c'est rare, hein, ça se fait rare, mais ça arrive. Je ne sais pas si on en parle plus loin dans la présentation, mais il y a aussi la loi du 2 août 2021, on met en place le rendez-vous de liaison. Oui, ouais, on a mis une note. Ouais. Un autre type de visite, donc c'est les visites occasionnelles qui sont toujours possibles, soit à la demande de l'employeur. Ça, il faut le savoir. Hein. C'est des visites en plus qui sont prioritaires. Souvent, moi, j'ai des employeurs au téléphone qui me disent « Oui, mais vous avez de tels délais que de toute façon… » Mais par contre, ce n'est pas du tout le même délai pour une périodique ou une embauche que pour une visite occasionnelle. On a des créneaux d'urgence, entre guillemets. Les visites occasionnelles, elles restent prioritaires. Par contre, il faut bien informer et le médecin du travail et le salarié de pourquoi on demande cette visite. Moi, si je ne sais pas pourquoi je vois le salarié, je vais faire une visite classique. Hein. Et si le salarié n'est pas au courant, je vais faire une visite classique. Et il faut bien informer le salarié parce que parfois, ça peut être pour des problématiques. Vous posez des questions sur… vous êtes inquiet pour l'état de santé de votre salarié, mais vous lui en faites pas part. Du coup, moi, je ne suis pas non plus là pour annoncer les mauvaises nouvelles aux salariés. C'est-à-dire que parfois, on me demande de voir le salarié parce qu'on pense que peut-être il peut avoir un problème d'addiction ou des choses comme ça. Non, il faut que vous informiez votre salarié en disant voilà, moi je suis inquiet pour votre état de santé, je demande une visite à la médecine du travail pour ça. Voilà, et donc on peut faire la visite. Sinon, ça m'arrive encore de ne pas savoir pourquoi vous demandez la visite et le salarié non plus. Je fais une visite classique, moi je ne peux pas savoir. Et le salarier, comme c'est du déclaratif, il ne va pas me dire. Enfin, oui, ça, voilà. Donc, bien penser à faire ça, soit me faire un petit mail, le noter sur votre demande quand vous faites la demande. La visite occasionnelle, elle peut être aussi à la demande du salarié. Ou elle peut être à la demande du médecin du travail, c'est-à-dire que quand on demande à revoir le salarié 1 mois après sa reprise, par exemple, ou 2 mois parce qu'on veut voir comment ça va se passer, ça, c'est des occasionnels à la demande du médecin du travail. Donc, à tout moment et effectivement selon la disponibilité. Les nouvelles visites depuis le décret du 2 août 2020, la loi du 2 août 2021, c'est les visites de mi-carrière. Donc, pour tout le travailleur entre ses 43 et ses 45 ans, ou un âge déterminé par l'accord de branche, il appartient à l'employeur de solliciter les rendez-vous. Donc, cet examen médical, il peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite, par exemple une visite périodique, 2 ans avant l'échéance prévue. Et donc, elle peut être réalisée par le médecin du travail ou l'infirmier sur protocole médical. Hein. C'est-à-dire que l'infirmier, il est lié au médecin par un protocole. Hein. On a un protocole qui définit nos façons de travailler. Et la visite de mi-carrière, elle a été créée pour favoriser la poursuite de la carrière professionnelle en bon état de santé, pour évaluer les éventuels risques de désinsertion professionnelle en fonction du parcours, de l'âge et de l'état de santé du salarié, et pour sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et à la prévention des risques. Voilà. Ça va être pour des métiers, ça va être intéressant pour des métiers où les salariés sont très exposés à des risques physiques, par exemple, les métiers du bâtiment, des choses comme ça, voir comment ça se passe pour lui au niveau de son état de santé.
Il y a aussi la visite de fin de carrière, donc qui est organisée au moment du départ à la retraite du salarié. Donc, elle est destinée aux travailleurs qui ont été exposés à un ou plusieurs risques professionnels pour sa santé ou sa sécurité. Toujours selon les mêmes critères de CIR, amiante, plomb, agent cancérogène, agent biologique, risque de chute en hauteur, enfin, les critères des suivis individuels renforcés. Et cette visite a été créée donc, pour assurer une transition du suivi individuel entre sa période d'activité et sa retraite, pour établir la traçabilité et l'état des lieux des expositions, notamment pour les salariés qui ont été exposés, par exemple, à l'amiante et qui vont avoir un suivi qu'on appelle post-professionnel, qui vont avoir des scanners après la fin de l'activité professionnelle, ou les salariés qui ont été exposés à des risques chimiques. Pour mettre en place au moment de la retraite une surveillance médicale en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale si les expositions rencontrées le requièrent, notamment par exemple l'amiante, et informer le salarié des démarches à effectuer pour bénéficier de la surveillance post-professionnelle. Voilà. Ouais. Donc là, on va passer au plus concret. Alors, les déclarations annuelles commencent aujourd'hui. Donc, dès votre départ, vous pourrez vous connecter sur votre espace utile, donc sur notre site internet, notre nouveau site internet www.apsc2607.fr. Voilà, donc dès que vous cliquez sur l'espace adhérent, vous arrivez sur cette fenêtre où vous mettez votre numéro d'adhérent et votre mot de passe. Vous arrivez sur la page d'accueil. Donc, sur la colonne de gauche, il y a des petits icônes et dès que vous passez la souris, il apparaît la légende que je vous ai mis à droite. Donc, voilà. Là, vous voyez votre déclaration. Donc, pour commencer, il faut cliquer sur le crayon violet. Alors, juste une petite précision en haut, sur la barre, enfin, là où c'est marqué liste des déclarations en orange, c'est une légende. Donc, le crayon, on voit que ça correspond à saisir votre déclaration. Voilà. Premiers éléments à vérifier, ce sont vos informations administratives. Alors, oui, j'ai une petite parenthèse. En fait, c'est un nouvel espace, mais c'est un nouvel espace amélioré par rapport à l'ancien, mais c'est à peu près le même, je veux dire, c'est le même principe. Donc là, vous vérifiez votre adresse. Vous vérifiez vos coordonnées téléphoniques, l'adresse mail, etc. Vos contacts et adresses, vous du nom du responsable, du nom du comptable. Et comme on peut voir, on peut ajouter le compte sur la même page. En bas, et vous trouverez l'élément numéro 4. Donc, vous avez la possibilité des informations. Si vous cliquez une fenêtre s'ouvre et vous indiquez oui ou non.
Bonjour, nous n'avons plus de son en visio. Oui, c'est confirmé, nous n'avons plus de son. Oui, je confirme de mon côté aussi. Est-ce que vous nous entendez maintenant? C'est pour cette raison. Oui. C'est bon, vous nous entendez? Oui, ça y est, ça vient de revenir. Super. En fait, on a été déconnecté et on a dû se reconnecter. Donc, voilà l'explication. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la connexion. Il y a vraiment de difficultés aujourd'hui. J'ai pas trop d'autres solutions. J'espère que la suite va se passer le mieux possible. Merci. Ça nous remet un icône tout en haut de notre page en nous disant, bien, comme on l'a compte. En fait, moi, j'arrive à me connecter. Moi, je n'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Mais c'est à ce niveau-là, au niveau pour annuler, pour l'annulation. Vous avez une petite fenêtre et il n'y a pas de modif dedans. Mais que annuler. Moi, je ne peux pas le remplir. On ne peut pas le remplir. Moi, j'ai annulé. Oui, du coup, le fait de le savoir, je le ferai remonter à nos informaticiens qui ne sont pas sur place. Mais ça fait un petit moment. Oui. Mais maintenant, je regarde et je passe par mail. Oui, d'accord. C'est dommage parce que il y a la fonctionnalité dans le portail. Oui, bien sûr. C'est bien dommage même qu'on ne puisse pas s'en servir. Le fait de le savoir, oui, je le ferai remonter et puis après, ils sont censés. Alors du coup, on va revenir 2 ou 3 diapos avant pour que les personnes qui sont en visio... voilà. On clique sur le crayon violet pour commencer. On vérifie ces informations administratives. Donc, on commence par le 1. On vérifie les contacts. On peut ajouter des contacts. Sur la même page, on verra sur la diapo suivante, sur la même page, en bas de la page, donc, vous avez une petite question concernant votre facture de cotisation que vous pouvez découper en plusieurs échéances. Donc, si vous cliquez sur « Modifier les informations », une fenêtre s'ouvre et c'est là que vous indiquez oui ou non. Ensuite, l'étape d'après, c'est de cocher les déterminants particuliers à votre établissement. Donc, il y a déjà toute une liste préétablie. Alors, s'il y a un risque ou un déterminant qui correspond, vous le cochez ou vous pouvez en cocher plusieurs. Et si rien ne correspond, il n'y a rien à choisir. Il faut tout simplement cliquer sur « Suivant ». Et juste, s'il y a un risque qui n'apparaît pas, vous pouvez ajouter un déterminant particulier. En bas à droite, on voit sur le plus « Ajouter un déterminant particulier ». Là, on arrive ensuite à la liste de votre personnel. Vous pouvez, en numéro 1, ajouter un salarié. En numéro 2, sortir un salarié. Vous pouvez même exporter la liste. J'ai une question. Oui. Alors, quand vous parlez d'exporter, moi, ça m'intéresse ce mot, exporter la liste. On a racheté une agence et donc j'ai, sous un siret différent, bien sûr, les salariés qui sont depuis le 1er janvier dans notre agence. Alors, donc là, il faut que je prenne, il faut que j'exporte les salariés de l'ancienne agence dans la nôtre ou comment il faut que je fasse pour pouvoir les intégrer? Non, alors exporter la liste, ça ne veut pas dire ça. Non, ça veut dire tout simplement d'exporter votre propre liste sur Excel. Donc, voilà. Comment il faut que je fasse? Il faut tout simplement... alors, s'il s'agit de pas beaucoup de salariés, moins de 5 salariés, voilà, donc, mais là c'est beaucoup. Mais s'il s'agissait de pas beaucoup, c'est-à-dire au moins de 5, ben, vous n'avez pas le choix, parce que c'est assez rapide, de dire, enfin, d'ajouter un salarié. Et vous le faites 5 fois si vous devez en rajouter 5. Si c'est une vingtaine de salariés, donc plus de 5,
on ne va pas vous faire souffrir, on va plutôt vous aider. On va plutôt vous aider. Donc, vous m'envoyez un mail et en indiquant que vous avez repris telle entreprise ou que tel salarié ont été transférés d'une entreprise à une autre. Et là, on fera le transfert en interne. Moi, après, j'informerai la secrétaire médicale concernée qui, en un clic seulement, pourra transférer les salariés. Je passe un bon week-end. Il a déjà fallu que je la mette tout à jour. La liste de l'ancienne, ça m'a pris un temps relativement important. Voilà. Et puis après, avec les joies de l'informatique, il suffit que ça bug, c'est sûr que vous allez recommencer vos saisies. Donc, il vaut mieux nous informer. C'est ce que je ferai. La liste des salariés, c'est présent au 31 décembre ou à partir de janvier? La liste de vos salariés à mettre à jour, en fait, c'est à l'instant T. C'est-à-dire que si vous vous connectez aujourd'hui, vous allez enlever un salarié qui est parti hier. Oui. S'il y en a un qui arrive demain, on ne peut pas anticiper une date informatiquement. C'est les raisons informatiques. Donc, bon, là, pour un jour, tu me confirmeras, s'il rentre le 6, on peut mettre qu'il est rentré le 5, non? Après, c'est pour un jour près. Un jour près, ça ne change pas. Voilà, après, c'est juste pour... C'est la date du jour. C'est si j'ai fait ma déclaration 10 janvier. Mais sinon, voilà. Et du coup, par exemple, vous avez jusqu'au 31 janvier pour la faire. Donc, si vous faites la déclaration au 27 janvier, le 27 janvier, s'il y en a un qui est parti avant le 27, vous le sortez. En fait, c'est à l'instant T. Ah, c'est à l'instant où on fait la déclaration. Parce qu'il faut savoir que tout salarié déclaré fait l'objet d'une cotisation annuelle à régler. Donc, il est dommage, si vous vous connectez le 27, que vous faites votre déclaration le 27 janvier, de laisser un salarié qui est parti le 26. Bon, après, on est à même, bien sûr, de revenir sur cette déclaration et de faire un avoir sur facture. Mais pour que ce soit plus simple pour tout le monde, il faut sortir le salarié. J'ai une question. Je gère une agence intérim et du coup, j'ai une saisonnalité. Donc, sur toute l'année, 6 mois dans l'année, j'ai 110 intérimaires et les 6 autres mois comme actuellement. Donc, sur la saison, j'ai à peu près 40 intérimaires. Je vais faire ma déclaration là, dans quelques jours. Alors, je vous coupe parce que pour les agences intérimaires, vous avez à faire la déclaration que pour le compte permanent. Et pour le compte intérimaire, il n'y a aucune déclaration à faire. On fonctionne différemment. Vous avez tous passé un bon week-end. Hein. Vous avez bien fait de venir. Donc, j'ai rien à faire. Donc, là, avec les gens qui travaillent vos collaborateurs. Voilà. Donc, informatiquement, il n'y a pas de déclaration à faire pour les intérimaires. Après, c'est à vous de voir avec la... Ben oui, 110 salariés. Aline, toi qui as géré les intérimaires, vous pouvez, tu me confirmes, vous pouvez envoyer une liste Excel? Non, non, même pas. Non, il n'y a rien à faire. Bon. Les intérimaires, ça fluctue, ça va, ça vient. Exactement. Voilà. Donc, à chaque fois, on donc, peut faire un mail. Et on jamais personne n'a fait une déclaration pour les intérimaires. Voilà, il n'y a pas de déclaration. C'est parfait, mais il y a des grandes chances que ça continue comme ça. Finalement, elle continue bien, la matière. Oui. On va s'en sortir. L'essentiel, c'est que vous ayez les informations dont vous avez besoin. Après, bon, les aléas techniques, on fait avec. Parce que ça arrive. Marqué de temps en temps. Alors, pourtant, je me suis branchée sur le réseau, je ne suis pas en Wi-Fi. Alors, toujours sur cette liste de salariés, bon, là, sur notre exemple, il n'y en a qu'un, mais si des modifications, enfin, si la situation d'un salarié a changé, par exemple, quelqu'un qui s'est marié, donc il apparaît juste le nom de naissance, donc vous allez modifier sa fiche et là, vous cliquez sur le crayon qui est sur la ligne du salarié concerné. Sa fiche va s'ouvrir et vous rajouterez le champ non marital, par exemple. Oui. Si on a une maladie professionnelle, accès au travail, je ne sais pas tout ça. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas comme des salariés. Donc, est-ce que je peux quelque chose dessus? Est-ce qu'il faut les déclarer? Est-ce qu'il faut déclarer ceux qui sont en arrêt? Oui, voilà. Oui, il faut déclarer, vaut mieux. Oui, parce que. Non, il faut. Non, légalement, il faut.
déclarer tous les salariés, même s'ils sont en arrêt. Sinon, ils ne seront pas vus en visite de Et oui, parce que... Ouais. Sinon, ils ne pourraient pas être vus en visite de pré-reprise, par exemple. Ou ils ne seraient pas vus à la demande du médecin conseil. Oui, voilà. Ils y sont, hein, Parce que sinon, on ne les connaît pas dans la liste. On leur donne pas. Pas les enlever, s'ils n'auraient pas envie. Les mettre en pause. Là, vous pouvez déclarer, il n'y a pas une case. Non, il n'y a Non, pas de case comme quoi ils sont en arrêt. Je ne crois pas. Ah. Alors, pareil, ça va aussi déclencher une cotisation. Bon, admettons que votre salarié que vous avez déclaré est en arrêt toute l'année ou plus d'1 an. En fin d'année, vous nous faites un message. Toute demande d'avoir n'est pas forcément acceptée. C'est selon des conditions. On regarde des historiques. Mais on est très ouvert et on peut revenir sur une cotisation à rembourser. Mais voilà, mais toute demande d'avoir reste possible et étudiée cas par cas. C'est pour 2 raisons. C'est pas ça, mais c'est surtout mettre une pause. Il faut savoir que le salarié, même s'il est en arrêt, il peut nous demander un rendez-vous et on n'est pas censé vous tenir au courant de ce rendez-vous-là. Donc, non, mais je ne disais pas d'enlever. Oui, de mettre en pause, oui, mais il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Bientôt, il y a plus de ça. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, pour modifier une fiche, donc, en cliquant sur le crayon, il s'ouvre la fiche du salarié et on modifie ce qu'on veut modifier. Donc, pour sortir un salarié, il faut cliquer en fait sur la flèche. C'est en passant votre souris qu'apparaît toujours ce que ça veut dire en fait. Donc là, si on passe la souris sur la flèche, c'est marqué sortir le salarié. Ben voilà, donc je l'avais mis sur la diapo suivante, donc date de sortie, pardon. Des fois, il n'y a pas de code de PCS qui permet la déclaration annuelle. Ah oui, alors le code de CSP, je crois que c'est c'est CSP, catégorie socio-professionnelle. En fait, c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, tu confirmeras si je ne dis pas de bêtises, mais en fait, il faut être exact sur le poste de travail. Oui. Mais le CSP, c'est une catégorie. Donc, c'est par exemple, si on a le poste de travail maçon, donc déjà pour le CSP, vous avez la loupe, une loupe à thé. C'est pas nous qui l'avons mis, c'est comme ça. Et ouais, c'est pas super bien fait, c'est long. Donc, mais il faut en mettre un. On peut mettre la catégorie ouvrier. Ouais. Donc, par exemple, maçon, vous mettez la catégorie ouvrier. C'est une catégorie en fait. Vous avez la possibilité quand même, si en cliquant sur la loupe, il y a en dessus de la liste de toutes les catégories, il y a rechercher. Donc, ça peut vous aider par mots-clés. J'ai déjà regardé. C'est juste qu'en fait, il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup, c'est un peu long. La case recherche, ça aide. Et voilà. Mais ce qui est important de bien renseigner, c'est le poste. Voilà, c'est le poste déclaré après. Mais ouais, il faut mettre à jour. Oui, si vous reprenez le poste, ouais, il suffit que la personne précédente peut-être était perdue et voilà, je ne sais pas. Donc, après avoir cliqué sur suivant, donc apparaît l'étape récapitulative de votre déclaration. Donc, toujours pareil, sur notre exemple, il n'y a qu'un salarié, mais si vous en avez plusieurs, ils y seront tous. Et c'est une petite étape où normalement, vous n'aurez rien à faire. Et si vous cliquez sur suivant, s'il y a eu un oubli, ça vous l'indiquera. Du style, vous avez oublié de mettre un risque à ce salarié. Voilà. Normalement,
Si vous avez fait tout bien comme il faut à la page précédente, tu n'auras rien à faire sur celle-là. Et sur la page donc, suivante apparaît le montant de votre déclaration annuelle. Et comme depuis 2015, le règlement se fera uniquement en carte bancaire ou en prélèvement automatique. Depuis 2015, nous n'acceptons ni chèque ni virement. Donc là, c'est une estimation. On dit que c'est une estimation de votre facture parce que ce n'est pas vraiment la facture proprement dite. La facture sera créée après votre validation par notre service de comptabilité. Une petite explication sur les modes de paiement. Donc, si vous êtes déjà en mode de prélèvement automatique, on a forcément automatiquement, vous serez prévenu, comme d'habitude, 15 jours avant la date du prélèvement que votre facture sera prélevée à telle date et vous rappellera le montant. S'il y a un souci, vous pouvez nous envoyer un mail. Voilà. Alors, si vous avez moins de 10 salariés, la facture sera prélevée en une seule fois au 15 mars. Si vous avez entre 10 et 50 salariés, elle sera prélevée en 2 fois, au 15 mars et au 15 juillet. Si vous avez plus de 50 salariés, elle sera prélevée en 4 fois, 15 mars, 15 mai, 15 juillet, 15 septembre. C'est obligatoire. Après, si vous voulez que ce soit différent, parce que vous voulez moins? Non, parce que oui. C'est prélevé en 4 fois. Oui. Comme il y a eu un petit changement cette année. Oui, plus de 50, c'est en 4 fois. Oui, c'est. C'est comme ça ou si c'est à la demande? Ah, c'est s'ils ont coché le prélèvement plusieurs fois. Vous savez, tu disais tout à l'heure, il y avait des informations. Oui, je sais, oui. Parce que normalement, ça se fera automatiquement. Est-ce que tu peux, pour avoir qu'on ait les réponses de suite, aller demander à Roselyne? Parce que comme il y a une petite nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est pour ça que parce que les découpages, voilà, ils ne dépendaient pas. Enfin, il y avait moins de choix par rapport au nombre de salariés, c'est pour ça. Du coup, on continue, puis on verra. Donc là, on a parlé du prélèvement automatique. Donc, ça se fait tout seul parce qu'on a déjà votre mandat. Si vous êtes déjà en mode, enfin, si vous étiez en carte bancaire, donc votre facture sera réglée par vous-même en carte en ligne. Il faudra attendre de recevoir la facture par mail. Voilà. Parce que dès que vous validez votre déclaration, et si vous êtes en carte bancaire, déjà, il faut que notre service médical traite vos modifications. Ensuite, c'est notre service comptabilité qui prend le relais, qui crée la facture et qui vous l'enverra par mail. C'est pour ça que vous n'allez pas la recevoir le lendemain de votre validation. Nous traitons toutes les déclarations. Nous aurons 4000 déclarations à traiter, donc... Je vous appelle directement. La comptable, comme ça. La question, Rosine, c'était sur le portail, à un moment donné, il y a souhaitez-vous découper votre facture en plusieurs échéances? Oui, non. Et après, si on peut revenir à la diapo précédente, là, j'ai expliqué comment ça se passait selon le nombre de salariés. Oui. Donc, effectivement, en fait, donc, il y a eu un CA au mois de décembre, donc c'est assez récent. Maintenant, on va calculer la cotisation et elle va être découpée selon le nombre d'effectifs que vous déclarez. Donc, effectivement, quand vous déclarez moins de 10 salariés, c'est une facture annuelle et ça sera prélevé au 15 mars ou payé en ligne sur l'espace. Si vous déclarez entre 10 salariés et 50 salariés, c'est semestriel. Et les dates de prélèvement, ça sera le 15 mars et le 15 juillet. Et par contre, si vous êtes plus de 50 salariés, là, c'est une facture qui est découpée en 4 échéances.
Et c'est toujours les mêmes dates, 15 mars, 15 mai, 15 juillet, 15 septembre au niveau des prélèvements. Oui, oui. parce on que... accroche au début quand on veut payer en une seule fois. Ouais, Oui. voilà, c'était ça la question. Ouais. Ouais. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que tu sais à ce jour si ça sera identique pour nos adhérents qui sont sur le secteur de Tournon? Oui, le règlement intérieur sera identique et ça sera le même. Ok, mais comme leur déclaration sera faite à partir du mois de mars. Effectivement, les dates d'échéance vont être décalées puisqu'on décale la déclaration des effectifs. Et donc, à partir du mois de mars, on sera à même de les informer des dates de prélèvement pour cette année. Tout à fait. Exceptionnellement, eux, ils seront décalés et donc on décalera d'autant les dates d'échéance. D'accord. Ils auront la même procédure avec le nombre d'effectifs annuel pour moins de 10, entre 10 et 50 semestriels et trimestriels supérieurs à 50. Ok, mais donc avec des dates d'échéance légèrement différentes du fait du décalage dont on les informera au mois de mars quand ils feront leur déclaration. Tout à fait. Okay. Merci. Voilà. Merci. Donc voilà, c'est pour les modes. Non, c'était avant. Les modes carte bancaire. Et la facture, donc, vous la recevrez bien avant le 15 mars, donc elle sera à régler au plus tard le 15 mars en CB. À savoir pour le règlement en CB, donc ça se passe comme le prélèvement. La facture sera également découpée automatiquement selon le nombre de salariés. Mais si vous souhaitez régler la totalité le même jour, c'est possible. La petite chose à savoir, c'est que il faut faire autant de paiements que de découpage. Informatiquement, on n'a pas le choix. Donc, si votre facture a été découpée en plus d'une fois, vous ferez deux ou moins. Voilà, c'est ça. Donc là, une fois que vous allez recevoir votre facture, pour ceux qui sont en CB, vous irez dans l'onglet « Mes factures ». Donc, elle apparaîtra, on voit là mon échéancier. Donc là, il y a 186 € à régler. Et vous avez le petit encart CB à côté du numéro 1 pour aller régler votre facture en carte. Ça vous renverra systématiquement sur un site sécurisé. Vous pouvez bien sûr à tout moment dans l'année changer de mode de paiement. En principe, c'est plutôt, en règle générale, ceux qui étaient en CB qui veulent passer en mode de prélèvement automatique parce que c'est quand même plus simple. Une fois qu'on a validé la déclaration, on n'a pas à se dire, à penser, il faudra que j'y retourne pour la régler. Voilà. La dernière étape, c'est la signature informatique. Donc, en même temps, on vous présente un petit récapitulatif, le nombre de salariés, le montant. Donc, à cocher que vous certifiez l'exactitude des données de la déclaration et que vous avez pris connaissance des conditions générales. Le classique, en fait. Votre nom, votre prénom, votre mail, vous validez et c'est fini. Nous insistons vraiment sur les adresses électroniques parce que ça nous permet à nous en interne de l'utiliser au maximum pour vous envoyer des informations réglementaires ou autres et des invitations aux différents événements que l'on organise très régulièrement en matière de prévention des risques et de santé au travail. Et puis en plus, toutes ces invitations, tous nos événements sont inclus dans la cotisation, donc ça serait dommage de ne pas en bénéficier. Pour notre fonctionnement, alors, nous sommes 100% financés par les cotisations des adhérents et le montant de la cotisation est voté par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est élu par les adhérents. Il est composé à 50% de représentants employeurs et 50% de représentants salariés. La cotisation annuelle, elle inclut un ensemble de prestations. Elle inclut forcément la visite si elle a lieu, parce que la visite n'a pas lieu chaque année. Mais elle inclut également toutes les actions en milieu de travail, ce qu'on appelle les AMT,
les études de poste, les participations au CHSCT, la réalisation de la fiche d'entreprise, l'aide à l'élaboration du document unique. Donc, à ce propos, si vous regardez sur notre site internet, on fait très régulièrement des ateliers pour l'aide à l'élaboration du document unique, justement. Ça inclut également toutes les actions collectives, donc les webinaires, comme on fait ce matin, sur des thèmes en santé au travail, des ateliers pratiques sur le travail sur écran. On a toute une liste là prévue, tout un agenda prévu cette année, hein, comme toutes les années sur notre site, vous pourrez retrouver ça. Les documents uniques, je viens de le faire. Donc là, on fait pas la vidéo. Là, on va vous présenter une petite vidéo, enfin, si ça marche, qui a été réalisée par Présence. Voilà, c'est pas grave. J'ai son Merci. Je me sens moins seule aussi. Oui. Service de santé au travail interentreprise. Comprendre la cotisation. Que fait votre service de santé au travail pour vous? L'action du SSTI est structurée autour de 4 missions principales indispensables les unes aux autres. L'action en entreprise, la surveillance de l'état de santé des salariés, le conseil à l'employeur et aux salariés, la traçabilité et veille sanitaire. Le périmètre d'intervention des services de santé au travail interentreprise obéit à un principe d'unité. On ne va pas perdre de temps. Je vous enverrai le lien vers la vidéo. Je pense que ça sera plus simple parce que... Je vais revenir au partage d'écran du support de présentation. Alors, vous allez valider votre déclaration et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a plusieurs services qui prennent la suite. Donc, le service administratif, le service comptabilité, le service médical, bien sûr, qui traite toutes les modifications, qui archive les dossiers des salariés sortis, qui crée les dossiers des nouveaux salariés, etc. Et ensuite, vous pourrez accéder à l'ensemble de vos services pour demander vos rendez-vous ou accéder à l'ensemble de vos onglets. Pendant cette période, donc c'est une période très chargée donc, pour nous, pour traiter tout ça, mais vos interlocuteurs habituels restent disponibles pour l'ensemble de vos demandes. Alors, maintenant, on va passer à comment prendre un rendez-vous sur votre espace privatif. Demander un rendez-vous, de toute façon, ce n'est pas systématique. On peut se dispenser de visite d'embauche si le salarié a le même emploi qu'avec son précédent employeur, si les risques d'exposition sont équivalents, s'il n'y a pas eu d'aménagement, d'adaptation ou d'inaptitude. Ouais, ça, c'est l'attestation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, voilà. C'est
Il y a 8 demandes 2 ans pour les intérimaires, de valable. 3 ans, voilà, ça reste valable selon de toute façon la date qui est indiquée sur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, moi je le fais sur portail, mais comme du coup j'ai beaucoup de turnover avec les intérimaires qui passent, voilà. Est-ce que on peut avoir juste des créneaux de disponibles sans pour autant avoir des convocations nominatives? Alors déjà, demander des rendez-vous sur le portail, c'est pas pour les intérimaires. Donc, pour les agences intérimaires, c'est ce qu'on disait, on a vraiment un fonctionnement différent. Donc, vous demandez vos rendez-vous sur le portail pour les permanents, mais pour les intérimaires, c'est soit par téléphone, soit par mail, puisque vous n'avez pas d'espace privatif pour les intérimaires. Mais sinon... on fait quand même notre déclaration du personnel pour les intérimaires avec la liste de tous nos... Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça. Non, pour les intérimaires, non. Pour les permanents. On doit saisir l'ensemble. Pour les permanents, mais pas pour les intérimaires. Non, il n'y a pas de déclaration à faire pour les intérimaires. Ce qu'on disait tout à l'heure. Comme ça, c'est que pour les permanents. Mais si vous voulez, je vous montrerai tout à l'heure, on se connectera sur votre espace. Voilà. Moi, je veux bien parce que j'ai bien un portail avec l'ensemble de mes intérimaires, la liste de tous mes intérimaires. Mais on regardera. Ouais, je veux bien. Voilà. Mais sinon, pour l'organisation des visites, il vaut mieux voir avec le secrétariat médical déjà. Mais il vaut mieux qu'on ait un nom de salarié, sinon on ne peut pas préparer le dossier. Voilà. Oui, c'est après, on envoie le tableau avec les risques. Oui, mais après, vous disiez, est-ce qu'on peut avoir juste des créneaux et pas nominativement? Mais pour nous, c'est trop compliqué, sinon on ne peut pas préparer. On reçoit une convocation avec le nom de l'intérimaire, mais parfois, il n'est plus dans l'entreprise, en fait, il travaille pour nous. Du coup, on est obligé de modifier, annuler en place. C'est ça, parce que sinon, en fait, on ne peut pas préparer l'arrivée du salarié. C'est mieux comme ça. Oui. Merci. Bon, forcément, si vous devez demander un rendez-vous pour un nouveau salarié, vous devez au préalable créer votre nouveau salarié s'il n'est pas dans la liste. Donc, toujours sur la colonne de gauche, donc, ça correspond à l'image de l'agenda. Cliquez sur vos rendez-vous. S'ouvre cette fenêtre où en haut à gauche, vous cliquez sur demander un rendez-vous. Une petite fenêtre s'ouvre. Vous sélectionnez les informations, le nom du salarié, le type de visite, et vous avez la possibilité de mettre des souhaits, je lis en même temps, voilà, du style mon salarié sera disponible que les lundis matins. Après, on essaye au maximum de respecter les contraintes, mais déjà qu'il est difficile pour nous de proposer des rendez-vous, donc on va sauter sur l'occasion s'il y a une place de vous la proposer. À chaque fois que vous demandez un rendez-vous en ligne, donc il faut savoir que les demandes de rendez-vous s'envoient automatiquement sans que vous le voyez auprès du secrétariat médical qui reviendra vers vous dès qu'elle aura un rendez-vous à vous proposer. Donc, vous n'avez pas à rappeler la secrétaire pour savoir si elle a bien reçu votre demande ou lui envoyer un mail parce que je pense qu'on est tous dans le même cas. Toutes les entreprises, c'est qu'on a déjà trop de mails. Donc, c'est pour éviter de multiplier tout ça. Et vous, de votre côté, vous recevez normalement un duplicata de votre demande. Donc déjà, ça vous fait un justificatif. Alors, pourquoi les assistantes médicales ne reviennent pas forcément très rapidement vers vous dès que vous avez un rendez-vous, demandé un rendez-vous? C'est parce que les assistantes médicales se partagent leur temps de travail entre les visites médicales qu'elles effectuent. Donc, c'est un temps privilégié avec les salariés qui viennent en visite. Donc, du coup, pendant qu'elles sont en visite, elles ne peuvent pas gérer leur mail ou forcément répondre au téléphone systématiquement. Et ça, elles peuvent le faire pendant tant qu'il leur est dédié.
Et c'est là qu'elles reprennent contact avec vous, qu'elles reviennent vers vous. Donc, c'est pour ça qu'il peut se passer plusieurs jours avant que l'on vous propose un rendez-vous. Et surtout que, comme vous le savez, et vous allez recevoir prochainement une autre information, c'est qu'on a beaucoup de demandes et qu'on est obligé de prioriser. Donc, les grandes priorités, c'est forcément les visites de reprise dans le cadre du maintien en emploi. Comme le disait le docteur Billot, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'occasionnels, médecins traitants, médecins conseils. Et ça remplit à 90%, j'ai envie de dire, le planning de tous les médecins. Donc, c'est pour ça qu'il est compliqué les visites périodiques, déjà, on n'en fait plus. On n'en fait plus. Et pour les 10% qui restent, on essaye de caser les visites d'embauche. Les embauches, en CIR. On essaye de voir au maximum, mais c'est vrai qu'on ne fait quasiment plus de... On ne fait que de la reprise, pré-reprise occasionnelle. Et c'est pour ça aussi, je voulais compléter ce que disait Delphine, et c'est pour ça aussi que les assistantes, elles ne répondent pas au téléphone quelquefois parce qu'elles sont avec le salarié, elles font des visios, des audios, voilà. Et 2/3 du temps est dédié aux visites. Hein. Donc, c'est vrai que c'est... Parce que pour mail, ça répond facilement. Oui, mais après, elles sont quand même... Oui. Ouais. Bon, là, on va passer rapidement. Hein. On explique comment est traitée votre demande. Voilà, ça, on ne va pas y revenir dessus, c'est ce qu'on a dit. Dès que vous savez qu'un salarié en visite va être absent, il faut nous prévenir au moins 48 heures à l'avance parce que ça permet de libérer la place pour une autre entreprise. Et il faut savoir qu'en 2021, on a eu plus de 10,07% d'absentéisme, soit 1801 visites programmées non honorées. Donc, c'est énorme, surtout en ce contexte de pénurie médicale. Donc, ce sont des visites perdues et c'est de la perte de temps pour tout le monde. En plus. Oui, voilà. C'est vrai. Elles sont... Vous pouvez donc annuler un rendez-vous et on vérifiera donc avec les informaticiens si ça marche. Voilà, c'est ça qui fonctionne. Mais bon, à partir du moment où aussi vous pouvez l'annuler par téléphone ou par mail. Oui, voilà. Mais c'est dommage comme il y a. Oui, c'est dommage. Moi, on m'a répondu qu'elle avait vu que ça ne marchait pas. Comment? J'ai envoyé un mail en disant que ça ne marchait pas. D'accord, ok. Bon, je regarderai avec les informaticiens. Ouais. Alors, on va revenir sur la loi santé-travail du 2 août 2021, mais ça va aller assez vite parce que le docteur Billon en a parlé quand même tout à l'heure. Plus d'importance a été accordée à la prévention. Cette loi est entrée en vigueur le 31 mars 2022 et il y a quand même on est quand même en attente encore de certains décrets d'application. Comme souvent. Les nouveautés, mais vous le savez, maintenant, on n'est plus SST, service de santé au travail, mais on est service de prévention et de santé au travail. Voilà, l'objectif étant de moderniser le système de santé au travail et en mettant l'accent sur la prévention. On met l'accent sur la prévention, mais on n'a pas le temps de mettre l'accent sur la prévention. Ouais. C'est au fur et à mesure, les réformes font pour qu'on aille de plus en plus vers la prévention, mais en fait, on court après. Oui. On ne fait que de la prévention, ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est-à-dire qu'une fois que le salarié va mal, on le met inapte. Mais
on aimerait, hein, donc c'est vrai que en tout cas c'est dans l'esprit des lois et des décrets successifs. Mais oui. Et puis on y va doucement, quoi, hein, on y va, c'est-à-dire que y a quand même, hein, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, peut-être qu'il y a des visites de prise. En 2015, il n'y en avait quasi pas. Là, aujourd'hui, il y en a énormément. Donc ça avance pas vite, mais ça avance quand même. Et c'est vrai que quand on fait des visites de prise, on arrive quand même à anticiper les reprises des salariés, encore top. Il y a une cellule de maintien d'emploi qui s'est mise en place. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais ça n'avance pas aussi vite que ce qu'on aimerait, c'est sûr. Donc, bon, là, c'est les nouveautés concernant les travailleurs exposés aux risques chimiques. Voilà. Il y a la création au sein du service d'une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. Là, c'est aussi tout le paradoxe parce qu'on a du mal à positionner les visites, mais la loi prévoit de nouvelles visites en plus. Donc, le rendez-vous de liaison, c'est la création d'un rendez-vous de liaison entre le salarié en arrêt de travail et l'employeur en associant le service de prévention santé-travail pour les arrêts supérieurs à une durée qui sera fixée par un décret. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'objectif, c'est d'informer le salarié d'une possibilité d'un examen de pré-reprise, de mesures d'aménagement de poste, de prévention de la désinsertion professionnelle. Alors là, sur ce point-là en particulier, nous, on vous a rédigé un courrier type pour informer le salarié de cette possibilité. Donc, quand je vous enverrai le support par mail, je vous joindrai aussi le modèle type qu'on a fait pour vous faciliter un peu la tâche. Pardon ? On va le voir dans le mois. J'espère d'ici demain. Et les rendez-vous de liaison, du coup, c'est des choses qui ont déjà été mises en place ici sur le... Non, pas encore. En fait, les rendez-vous de liaison, c'est entre l'employeur et le salarié. Nous, on peut y être associés, mais c'est entre l'employeur et le salarié. Pendant l'arrêt de travail. Pendant l'arrêt de travail. Ça rend possible... Parce que jusqu'à maintenant, il y avait quand même un vide juridique, parce qu'on disait, si l'employeur contacte le salarié pendant son arrêt de travail, voilà. En même temps, si on ne contacte pas du tout, ça peut être embêtant aussi. Enfin, c'est bien d'avoir du coup de vous associer dans le parcours. C'est ça. Aujourd'hui, en tout cas, juridiquement, il y a la possibilité d'un lien entre l'employeur et le salarié pendant son arrêt de travail, qui n'est pas obligatoire. Le salarié peut refuser ce rendez-vous de liaison. Et il peut aussi l'accepter et être demandeur et dire oui, moi je veux avoir un contact de mon employeur pour organiser la suite. Et s'il l'accepte, du coup, on fait la demande par mail. C'est ça. Okay. Alors, certaines entreprises ont déjà mis en place. Moi, j'ai déjà reçu des courriers. Donc, mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de décret pour l'instant. Mais certains employeurs ont fait un courrier type en disant, comme l'autorise la loi, je vous propose, et ils nous mettent en copie du courrier, et puis après, en fonction, si le salarié accepte. Du coup, on a une question de la visio en demandant si ce rendez-vous s'organise du coup sur le lieu de travail. Ça peut, ou ça peut être au choix, ça peut être ici s'il faut un lieu neutre. D'accord. Mais après, c'est aussi effectivement toute la discussion qu'on peut avoir en amont, qu'on va avoir en amont pour préparer ce rendez-vous. Alors, il faut savoir aussi que, comme nos assistantes, les médecins du travail, on a 2/3 de notre temps de travail qui est dédié aux visites médicales. Donc, c'est pareil, on ne vient pas en entreprise ou on n'organise pas. C'est pas très facile, hein, parce que pendant le tiers-temps qui nous reste, on a tous les courriers à faire, les contacts téléphoniques, etc. Donc, on essaye de caser et ça reste des choses qui sont prioritaires. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un petit délai. On ne fera pas du jour au lendemain. Je crois qu'on n'avait pas parlé de la création d'un passeport de prévention. L'employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, les certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé au travail. Une nouveauté depuis le Covid, j'ai envie de dire, c'est le recours à la télémédecine, donc mise en place de téléconsultation depuis la crise sanitaire, effectivement. Et la loi vient officialiser cette nouvelle pratique. Voilà. Après, toutes les modifications qui sont
induite par la loi du 2 août 2021. Au fur et à mesure de la réception des décrets, nous, on vous informera en temps et en heure de chaque nouveauté. Mais c'est vrai qu'on est aussi dans l'attente et on s'organise au fur et à mesure. Voilà. Alors, j'avais une question tout à l'heure en visio, quand on parlait des délais de visite médicale. Ça, c'est 3 mois, 6 mois. Ah, les visites de reprise après maternité. Ouais, qu'est-ce qu'on entend par venant d'accoucher C'est après le congé maternité. Oui, c'est après le congé maternité. Donc, c'est comme toute visite de reprise. Théoriquement, c'est dans les 8 jours. Mais alors clairement, ce n'est pas une visite prioritaire dans les visites de reprise. Donc, on va les voir au plus tôt. Mais oui, théoriquement, c'est dans les 8 jours suivant la reprise. Après, c'est vrai que si vous connaissez la date bien en amont, vous pouvez anticiper et du coup, ça se fera. Hein, mais, ça se fait pas comme alors, en fait, ma question, c'était par rapport à quand on fait notre déclaration, on peut cocher femme enceinte, allaitante ou venant d'accoucher. C'est surtout ça. Quel est est-ce qu'une femme qui a accouché au mois de mai, de l'année dernière, enfin, non. En fait, c'est le temps de son congé. Oui. Pour maternité. D'accord. Ok. C'est le temps de son congé. Après, l'intitulé de la loi, il est celui-là. Mais en fait, pratiquement, comme on voit la salariée en visite de reprise, vous n'avez pas à la cocher. Enfin. Il faudrait effectivement que la salariée elle ait accouché dans le mois précédent, mais je ne connais pas le. Je pense qu'il n'y a pas d'indication plus précise. À partir du moment où elle sera vue en visite de reprise, de toute façon. Ok, merci. Oui, il y a une visite de reprise quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que c'est un suivi adapté, mais c'est un peu antinomique. Enfin, après, la loi, elle n'est pas non plus toujours... Alors, on nous demande aussi comment ça se passe pour un salarié en longue maladie depuis 3 ans. Comment ça se passe? C'est-à-dire? Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la question, s'il vous plaît? Un salarié, à partir du moment où il est en longue maladie, vous ne pouvez pas demander de visite pour lui. Donc, la seule chose que vous puissiez faire, c'est éventuellement prévoir peut-être un rendez-vous de liaison, l'informer de la visite de pré-reprise. Nous, on n'est pas non plus informés si le médecin conseil de la Sécu ne nous l'adresse pas, ou le médecin traitant, ou le salarié ne vient pas de lui-même. On n'est pas au courant de ses arrêts, donc on ne peut pas non plus demander de visite pour lui. Donc, comment ça se passe? Oui, encore occasionnellement, il nous arrive de voir en visite de reprise, 2 ans après un arrêt, un salarié qui est depuis 3 ans. Ça nous arrive, les indemnités journalières prennent fin, on le voit pour la première fois avec un dossier comme ça, on fait au mieux. En fait, effectivement, s'il n'est pas capable de reprendre, on va le mettre en inaptitude, mais du coup, l'inaptitude se fera en 2 visites, parce que vous savez qu'aujourd'hui, depuis 2017, on peut faire l'inaptitude en 1 visite si le salarié a été vu en visite de pré-reprise et qu'on a anticipé, sinon on le fera en 2 visites. Donc, on déclare inapte et après, on a 15 jours pour vous contacter, faire la discussion avec l'employeur, l'étude de poste, et on reconfirme l'inaptitude dans un délai de 15 jours maximum. Mais voilà, après, si le salarié peut reprendre, on essaye de vous contacter au plus vite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on voit un salarié, on est obligé d'émettre une fiche d'aptitude ou une attestation de suivi. On ne peut pas dire je remets à plus tard ma décision, et on est obligé d'établir quelque chose, une attestation de suivi ou une fiche d'aptitude. Donc, il peut nous arriver, moi j'essaye d'expliquer aux employeurs parce qu'on fait ce qu'on peut. Il ne nous est pas toujours possible de vous contacter pendant la visite. Déjà parce qu'on est avec le salarié et que c'est compliqué de vous appeler, de faire sortir le salarié. Souvent, on a des visites qui sont quand même assez rapprochées. Donc, il peut nous arriver d'établir une aptitude avec des restrictions et de vous appeler dans un second temps en disant bon, voilà, maintenant, on va essayer de faire... Et souvent, quand c'est comme ça, on le met à revoir à 1 mois. Et comme ça, on sait que cette fiche, elle est valable 1 mois. Et puis, on se rappelle après, on essaye de faire une étude de cas. On est obligé de faire tout le monde, les déclarations
opérations commenceront à partir du 1er mars. Oui, on en a parlé en discussion. J'ai transmis ces informations. Mais pour les entreprises adhérentes à Valence, c'est à partir de janvier.